regarder la deuxième partie sur les photos panoramiques. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir, elle est sortie il y a 2 jours. Ce que je fais moi personnellement, c'est tout simplement, je me mets en photo single. Voilà. Et je me contente de faire des photos, comme d'habitude. Par exemple, donc on va pas le faire tout à l'heure, mais par exemple, je fais une photo, je fais une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Bon bref, vous avez compris l'idée. Je fais mes photos comme ça, et ensuite je les assemble sur Lightroom. Ça me permet d'avoir que des photos qui sont en RAW, et je fais mon panorama sur Lightroom. En plus, pour chaque photo, je ne suis pas pressé, je ne suis pas stressé par la rafale de folie qui part automatique du Fuji. Pour chaque photo, je ne bouge pas l'appareil photo pendant que je prends la photo. Vous voyez? J'avance par petits pas, et chaque photo est nette. J'ai aucun problème de vitesse d'obturation, j'ai aucun problème de flou de bouger, j'ai vraiment aucun problème au niveau de la profondeur de champ, j'ai aucun problème. Il n'y a vraiment que des avantages. Donc je vais vous montrer un peu le résultat sur le PC. Allez, j'ai fait pas mal de tests ce matin pour cette vidéo et on va les regarder ensemble. On va commencer par les JPG sortis. Donc regardez, hein, c'est des JPG, voilà, sortis directement du boîtier. Et on va zoomer dans ces JPG, regardez. Ils sont flous. Ils sont vraiment flous. En plus, c'était une situation difficile, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'était vraiment les toutes premières lumières du jour, à 7h22 donc. Et je suis à 1,62 secondes. Je ne voulais pas monter dans les ISO parce que c'est un moment où on a besoin d'avoir une plage dynamique qui est maximale. J'aurais probablement dû baisser dans l'ouverture, c'est exactement ce qu'il aurait fallu faire. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc peut-être effectivement en doublant ou en triplant la vitesse, mon image aurait été plus nette, mais ça aurait de toute façon pas changé mon problème. Donc j'ai fait différents tests et à chaque fois c'était flou. Voilà. Mais mon problème principal, c'est plutôt que ça soit un JPEG. Donc qui dit JPEG dit la plage dynamique tout petite. Donc là, en l'occurrence, comme vous le voyez, tout ce qui est en bleu, c'est bouché, c'est-à-dire que c'est complètement noir. Et là, par exemple, si je monte mon exposition, je vais enlever le bleu, je peux monter mon exposition de 5 stops. Tout ce qui est perdu, là, toute la zone noire, elle est complètement perdue. C'est irrattrapable. Alors que l'euro aurait eu aucun problème. Et je vais vous le prouver. Donc c'est pour ça, tout simplement, que je ne fais pas de panorama ou rarement directement depuis le Fuji, parce que je trouve que les JPG sont pauvres. Ils sont vraiment tout petits. C'est vraiment un tout petit fichier qui est sorti ultra optimisé. Si je l'affiche dans le Finder, c'est quelque chose qui fait 4 MO. Ouais, un panorama qui est composé d'une 10 ou 12 photos qui fait 4 MO. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de panorama directement depuis l'appareil photo. Alors, on va passer maintenant à la méthode que j'emploie moi. Personnellement, ma méthode, c'est, comme je vous ai montré, de faire des photos individuelles et d'avancer par cran. Ce que je fais, c'est que pour bien séparer les panoramas, là en l'occurrence, j'ai enchaîné plusieurs tests. À chaque fois, je fais une photo intermédiaire qui n'a rien à voir. Par exemple, ici, photo qui n'a rien à voir. Je refais un panorama et j'intercale une autre photo qui n'a rien à voir. Je refais un panorama, j'intercale une photo qui n'a rien à voir. Ainsi de suite. Vous m'avez compris. Je mets toujours une photo qui me permet de dire où est-ce qu'est le début, où est-ce qu'est la fin de mon panorama. Parce que sinon, c'est une galère infinie. Quand j'ai su à peu près vers quoi j'allais, pour le dernier panorama, vous voyez, encore une fois, j'ai intercalé une photo qui n'avait rien à voir. Peu importe la photo, c'est pas le problème. Hein. J'ai tout simplement fait des photos, comme je ferais n'importe quand. Et j'ai avancé, comme vous voyez, par petits stops, en prenant tranquillement mes photos. Je suis resté à 1/60e de seconde, puisque c'était la vitesse que j'avais envie d'avoir. L'ouverture, elle était à 4 ou 5.6 parce que je voulais un piqué maximal. Et les ISO, je voulais les maîtriser au maximum. Donc voilà, ça, c'est de la prise de vue classique. Prise de vue qui est parfaitement nette, hein, puisque c'est des paramètres standards, il n'y a aucun problème pour ça. Et ensuite, dans Lightroom, j'ai tout simplement sélectionné toutes mes photos. J'ai fait fusion de photos, panorama.
tout simplement. Il n'y a vraiment qu'un seul clic à faire. J'ai pris le mode perspective, recadrage automatique, déformation des bords à peu près, je me suis mis à 40 et j'ai fait fusionner. Donc là, Lightroom m'a sorti un DNG avec mon panorama. C'est un DNG qui fait 250 mégas. Donc on est très très loin des 4 MO que m'a sorti le Fuji. Et surtout, c'est un DNG. Donc on parle d'un fichier RAW. Qui dit fichier RAW dit beaucoup de détails. Puisque regardez, on fait la même chose que tout à l'heure. Si j'augmente de 5 stops, j'obtiens du détail absolument partout. J'ai pas du tout une photo qui est bouchée de partout, sur laquelle je ne peux pas travailler, sur laquelle je ne peux rien faire. En l'occurrence, moi, la photo que me sortait le Fuji, avec laquelle, même en mettant à DR400, je ne m'en sortais pas, je suis capable, hop, après développement, je vais remettre l'exposition, je ne sais plus à combien je l'avais mise, bref, mais je suis capable, après développement, d'avoir une photo qui n'a pas de bouchée. Donc j'ai juste effectivement la terre dans la pénombre, ce qui est normal, puisque le soleil est en train de se lever, c'est très sombre, c'est pas gênant. Donc du coup, c'est pour moi beaucoup plus simple de faire un panorama de cette façon-là, calmement, photo par photo, en RAW. Ensuite, on travaille directement dans Lightroom, ça nous permet de corriger des trucs, ça nous permet tranquillement de faire la mesure d'exposition, de faire la balance des blancs, etc. Faire un panorama directement depuis l'appareil photo, c'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît. Et je trouve d'ailleurs que c'est même plutôt compliqué, puisque, encore une fois, cette mitraillette-là, qui vous oblige à faire les photos alors même que vous êtes en train de bouger, où il ne faut pas faire le flou de bouger, etc. Et il faut arriver à avoir fini avant que le buffer de l'appareil photo ait lui aussi terminé. Et ben c'est pas si facile que ça, je trouve. J'ai souvent en plus des problèmes d'alignement, des choses comme ça, qui font que les JPG sont pas terribles. Et visiblement, donc vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, donc c'est pas moi qui suis entièrement nul. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les panoramas. Finalement, vous voyez que c'est un sujet qui paraît trivial puisqu'on fait des panoramas sur nos iPhones facilement, mais quand on veut faire un panorama sérieusement avec un appareil photo, c'est pas si trivial que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de tout ça. Si vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose, lâchez-moi un pouce levé vers le haut, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo, je vous réponds. Si vous venez de débarquer, vous allez avoir mon visage qui ne va pas tarder à apparaître. Mettez la souris dessus, vous avez le bouton s'abonner et juste en bas de la vidéo, vous avez une petite cloche. Cherchez la petite cloche, appuyez dessus pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Sinon, YouTube, même si vous êtes abonné, ne vous préviendra pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour